Pardon, docteur. On vend des terres comme ça aux étrangers. Est-ce que c'est pour une durée indéterminée ou bien c'est sur une période de temps bien spécifique? Ce sont des détails qui doivent être confinés dans la loi. Et moi, tout ce qui est dans la loi, je vais respecter cela. Mais je ne suis pas contre les étrangers pour dire qu'on ne doit pas vendre des terres aux étrangers. Si on les vend, c'est pas conforme à la loi. Donc, soyez patients avec moi. Chaque jour qui passe, nazoye pour la petit à petit, on arrivera à un moment où on sera capable de faire un discours entier, présentation comme ça en lingala. Mais cela n'est pas une exigence constitutionnelle parce que je peux le faire en Djouba aujourd'hui. Maintenant, j'en serai là. Me demande de trouver un autre moyen de réaliser ma vision au-delà de la loi Tchad. Bien sûr que j'ai d'autres choses que je fais. Il ne faut pas penser que je passe toute ma journée sur la loi Tchad seulement. Vous me posez, parce que ce sont des choses qui entrent dans un cadre personnel, mais je vais partager avec vous juste pour être transparent pour répondre à votre question. Vous voyez ma carte de visite ici? Elle dit derrière là, compagnie financière d'investissement et de crédit. J'ai créé une compagnie financière d'investissement et de crédit avec l'idée de réaliser un certain nombre de projets, mais qui sont dans un cadre privé, qui vont contribuer à créer des emplois pour les Congolais et améliorer l'environnement pour tout le monde, sans attendre que la loi soit adoptée, sans attendre que je sois président de la République. Quels sont les projets sur lesquels, par exemple, je travaille? Je vais vous mentionner un projet qui va vous toucher parce que vous êtes des kinos. Vous voyez que nous avions ce qu'on a appelé le marché central. Le marché central était conçu au moment où la ville de Kinshasa ne comptait que 2 millions d'habitants, 2 ou 3 millions d'habitants. Le marché central a 10 à 15 000 tables. Okay? Là où il y a des vendeurs qui vendent des trucs. Je pense qu'avec l'accroissement démographique, nous avons aujourd'hui une population de 15 millions d'habitants. Le marché était dépassé. Vous arrivez là-bas, c'est très sale. Ce n'est pas, les conditions hygiéniques ne sont pas bonnes. Et il n'y a pas de place même pour marcher parce que tout le monde se marche sur les pieds. J'ai pensé qu'on peut faire œuvre utile en développant d'autres marchés. Je suis allé voir le gouverneur Ndiétini Mobila, qui a été très réceptif à l'idée, et je lui ai proposé qu'il me donne la permission ou l'autorisation de mobiliser des investisseurs pour construire 6 marchés nationaux dans la ville de Kinshasa. Donc on a convenu de construire un marché au nord et à l'ouest, au nord et au sud, à l'est, à l'ouest, et 2 marchés au centre. Donc il y aura au total 6 marchés. Chaque marché aura 100 000 places, 100 000 tables, en comparaison au marché central que nous avons aujourd'hui, qui a combien? À peu près 10-15 000 tables. Donc nous allons construire chaque marché de 100 000 tables. On a 6 marchés. On va créer combien de tables? On va créer 600 000 tables, n'est-ce pas? Maintenant, 600 000 tables, si vous avez de l'argent, la table va être louée à tout le monde, à un prix dérisoire tellement que chacun peut avoir donc la place là-bas, à un prix de $1 par jour. Si on peut payer $1 par jour, on a une table. Mais si vous n'avez pas $1 par jour, vous vous mettez à 4, vous prenez la table, vous mettez vos marchandises, vous partagez, $1 revient à combien? 2 000 francs. Si vous êtes à 4 à la table, vous allez dépenser combien? 500 francs. Nous pensons que c'est un prix qui est tout à fait raisonnable. Donc, en faisant ça, on va créer combien d'emplois? 600 000 tables multipliées par 4 personnes, au cas où on a 4 personnes par table. On va créer 2 millions d'emplois, littéralement. Moi, je crois que c'est une contribution non significative au développement du pays. Pourquoi? Parce que ça permettra non simplement de créer donc de l'emploi, mais surtout de nettoyer la ville. Au lieu d'avoir donc des gens qui vendent dans les marchés, sur vous appelez quoi, la route des poids lourds, des gens qui vendent tout le long. Vous allez dans la commune de Kinshasa, dans la commune de Barumbu, vous ne voyez plus où commence la ville, où elle s'arrête. Les gens vendent un peu partout. C'est devenu comme ce que Tabouré avait chanté dans le temps Nzambi à Dabanani, c'est pas ça? Nzambi à Bamako. Donc vous allez à Bamako, tout le monde est commerçant. Organisons ça pour que les gens puissent aller vendre dans des marchés. Et en ce moment-là, on peut interdire que les gens le vendent dans les rues. Ça va permettre donc une meilleure urbanisation, améliorer les conditions de vie de tout le monde. Ça, c'est un des projets, Chancellor Tchada, sur lesquels je travaille, et je pense qu'on ne va pas attendre que la loi soit adoptée pour réaliser donc ce genre de projet. J'en ai une dizaine comme ça. Je n'ai pas besoin d'aller dans les détails parce que ce sont des projets privés, mais qui peuvent avoir donc un impact sur le fonctionnement donc, du pays. Maintenant, il y a une question qui a été posée par Mme Sarah
qui vient de la Belgique, un Congolais né en RDC, qui s'est naturalisé belge, est-il écarté? Il y a deux dimensions à cela. Comme je vous ai dit, nous nous battons pour qu'on passe de l'exclusivité de la nationalité congolaise à l'irrévocabilité de la nationalité congolaise. Une fois qu'on adopte le principe de l'irrévocabilité de la nationalité congolaise, ce Belge-là, nous, on ne le connaît plus comme Belge, on le connaît comme Congolais. Et il devient éligible à tout dans notre pays. Donc, moi, je considère que c'est une façon de ramener les ressources humaines de qualité qui sont éparpillées à travers le monde. Mais qui sont allés, j'ai vécu en Belgique, en France, en Grèce, aux États-Unis, dans plusieurs pays. Mais dans ces pays-là, pour travailler, je vais vous dire, tout le monde parle des papiers. Vous arrivez, vous demandez à vos compatriotes qu'est-ce qu'on fait pour avoir des papiers ici. Il y en a qui vous disent, vous devez vous marier à une fille donc de coin pour arriver à avoir les papiers. Ils vont le faire. Mais est-ce qu'ils croient vraiment dans son mariage? Et même s'il croyait, une fois qu'il a des papiers, est-ce que son cœur a changé? Son cœur reste congolais. Il va travailler, premier salaire, il envoie au village. Deuxième salaire, on construit une maison à Kinshasa. Troisième salaire, il envoie pour la dot donc, de son cousin ou de sa cousine, ainsi de suite. Là. Donc, on est à l'étranger, on pense au Congo, on travaille pour le Congo. Créons des conditions pour que tous ces gens-là reviennent au bercail. Ils peuvent rester à l'étranger, mais ils vont se mettre au service du Congo et nous allons travailler ensemble. Je voudrais en profiter pour dire quelque chose qui peut-être n'a pas été mentionné dans le cadre de cette conférence de presse. C'est la rivalité entre nos combattants à l'étranger et les Congolais au pays, mais aussi les musiciens congolais. Quand vous entendez Boketo Premier, que j'ai salué au passage, commandant Esso et Henri Mou et Rex Kazali, et ils sont nombreux, ce sont mes jeunes compatriotes, nos jeunes compatriotes. Quand moi j'arrive en Europe, je me promène avec eux. Ils m'aident dans la mesure du possible. Je ne les vois pas comme des ennemis. J'ai essayé de comprendre pourquoi ils se battent. En réalité, nous nous battons pour la même chose. On veut que le Congo tourne mieux. Eux, ils disent non, les musiciens, au lieu de pouvoir chanter des chansons de conscientisation, les musiciens font des chansons simplement d'amour, font danser les gens, des distractions. Ils ont peut-être raison. Mais de l'autre côté aussi, j'estime qu'en empêchant que les musiciens puissent chanter en Europe, nous nous tirons dans la patte. Pourquoi? Parce que si Kofi Olomide, Wazekwa ou Bob Elvis va chanter en Europe et il gagne de l'argent, d'abord les chanteurs dans son orchestre sont qui? Ils sont congolais. Il les paye. Il a créé de l'emploi pour les Congolais. Mais quand il gagne par exemple 20 millions d'euros, il dépense 1 million d'euros en Europe, le reste des 19, très probablement il va les rapatrier au Congo pour faire des activités humanitaires, pour construire des bâtiments, acheter des hôtels, ainsi de suite. Je pense que c'est une contribution non négligeable à l'économie du pays. Donc, moi je pense que le temps de rivalité entre combattants congolais à l'étranger et musiciens congolais est arrivé au point où nous devons réfléchir qu'est-ce que nous voulons faire, où est-ce que nous devons aller. Je voudrais organiser une table ronde entre ces combattants et les musiciens congolais pour que nous puissions trouver un modus vivendi pour qu'on dise aux musiciens, vous pouvez chanter en Europe, mais à condition que vous ne fassiez plus ça. Et de l'autre côté aussi que les combattants puissent accueillir tout le monde, qu'on puisse leur autoriser à venir au pays sans risque de se faire arrêter. Je voudrais réconcilier aussi ces combattants-là avec le gouvernement de la RDC. Il y en a qui sont enfermés en Europe parce qu'ils ne peuvent plus mettre le pied au Congo, parce que s'ils viennent, la mer va les arrêter. Il faut qu'on trouve la paix durable en signant un accord pour que ces combattants soient autorisés à revenir au pays sans risque de se faire arrêter, et de l'autre côté, ils autorisent les musiciens congolais à jouer, mais sous certaines conditions, bien sûr, qui seront négociées entre les combattants et ces musiciens, entre ces combattants et le gouvernement de la RDC. Maintenant, et en plus de ça, tous ceux qui sont intervenus, les intervenants non journalistes, nous vous disons également merci parce que nous avons compris que les sujets étaient très intéressants et nous osons croire que prochainement, quand nous aurons un autre rendez-vous pour parler d'autres sujets, vous serez aussi nombreux et à temps. Nous vous souhaitons un bon début de semaine. Merci. Je représente la population. Vote pour ou contre. Je vais respecter la position qui sortira de ce débat-là. Mais je ne suis pas d'accord que même un individu se permette le luxe de dire à l'Assemblée nationale, vous ne pouvez pas discuter donc de telles lois, et si vous faites ça, je vais mettre le feu sur le Congo. Des gens qui parlent comme ça, là, ne sont pas véritablement des Congolais. Moi, je veux qu'on puisse en discuter en toute transparence et que la majorité l'emporte. Si on adopte la loi, elle devient effective. Si on la rejette, je
Je vais respecter cela. Il y a d'autres mécanismes qu'on pourrait utiliser par la suite. On peut faire des pétitions pour avoir un nombre de signatures suffisant pour organiser le référendum. Mais ça viendra après qu'on connaisse donc les résultats qui vont sortir de vote sur la loi. Mais je ne veux pas faire des lignes rouges, menacer qui que ce soit en lui disant vous faites ça, si vous ne faites pas, voici ce que je vais faire. Je ne suis pas ce genre de personne-là. Je suis démocrate, je vais respecter la loi de la majorité. Maintenant, que dire à ceux qui disent que la loi est frustrante? Je pense qu'il est déjà répondu à cela. Toute loi est discriminatoire. Lorsque certains individus sentent qu'ils vont être pénalisés par la loi, ils sont frustrés. C'est tout à fait normal, je les comprends. Mais pour les rassurer, je vais leur dire qu'il n'y a pas que la présidence de la République et les postes de souveraineté qui existent. Moi, je me suis présenté à la présidence, j'ai perdu 100 000 $ et je n'ai rien gagné. Aujourd'hui, mais je vis très bien, je suis très heureux. Mais je viens de lui parler du projet de marché public, il y a d'autres projets comme ça sur lesquels je travaille. Donc, tout le monde n'est pas appelé à devenir président. Si vous ne pouvez pas devenir cela, concentrez-vous sur autre chose. Créez une entreprise dans le secteur privé, allez enseigner comme je le fais aujourd'hui dans une université, devenez médecin, et ainsi de suite. Donc, il y a plusieurs moyens de contribuer au développement du pays sans nécessairement occuper ses fonctions de souveraineté et sans se sentir frustré éternellement à cause d'une loi. Parce que si vous êtes frustré à cause de cette loi, rassurez-vous, chaque jour il y a des lois qui sortent et qui vont sortir, qui vont vous frustrer davantage. Soyez sportifs, acceptez votre sort si cela donc est peaufiné dans la loi. Et enfin, vous avez parlé d'un chef coutumier qui vend des terres à une expatriée. Bon, et j'ai toujours beaucoup d'estime pour nos leaders religieux, quelle que soit leur domination. Donc, quand j'avais vu que le choix du président de la CENI devait être fait par les confessions religieuses, moi, je voyais cela comme étant quelque chose de très divin. Je dis les religieux ne peuvent pas s'écarter de la volonté divine pour faire un choix qui va être bénéficieux pour nous tous. Mais j'étais scandalisé par ce que j'ai entendu, par ce que j'ai vu comme vous. Lorsqu'on a 8 confessions religieuses incapables de se mettre ensemble pour choisir un individu, je me dis, mais est-ce que nous prions le même Dieu avec eux? Alors, je suis légaliste, je regarde donc les textes et je respecte ce qui est marqué dans les textes. Qu'est-ce que les textes prévoyaient? Les textes prévoyaient que le président de la CENI devait être choisi par consensus, par les 8 confessions religieuses. Consensus ne veut pas dire unanimité. Consensus, ça veut dire que comme nous sommes dans cette salle, on dit le consensus, on se conseille de bien d'accord. Peut-être 3/4 des gens soulèvent les mains. Qui n'est pas d'accord, les autres, ils hésitent, on essaie de les convaincre. Est-ce qu'on est d'accord maintenant? On se dégage une majorité, on dit, bon, tout le monde s'est mis d'accord sur cette candidat. Mais cela ne veut pas dire que tout le monde nécessairement doit approuver le candidat. Sur 8 confessions religieuses, si on ne peut pas trouver un consensus sur un candidat qui va plaire à tout le monde, il faut qu'on trouve un mécanisme pour sortir de là. Ils avaient prévu un mécanisme qu'en cas de manque de consensus, on passe au vote. Et quand vous êtes 8, vous faites le vote. Vous n'avez pas affecté un coefficient à telle ou telle confession religieuse en fonction de son importance dans le pays. Ça veut dire que sur 8, si vous avez 6 qui votent, ils ont la majorité. Il faut passer au chapitre suivant. Il ne faut pas s'éterniser donc là-dessus. Moi, je suis d'accord avec ce qui a été fait. Il y a eu manque de consensus, il y a eu vote, il y a 8 confessions religieuses, 6 confessions sur 8 qui ont entériné ou qui ont choisi donc Denis Kadima. On a présenté son CV à l'Assemblée nationale, l'Assemblée a entériné cela dans les conditions qu'on connaît, le chef de l'État a approuvé. Point barre, on avance. Mais s'éterniser sur la même question, demander qu'on puisse recommencer le choix, ça veut dire quoi? Parce que les mêmes personnes qui demandent qu'on puisse s'attarder sur le choix, ils disent qu'il ne faut pas le glissement en 2023. Comment vous arrivez à respecter les échéances électorales pour 2023 pour éviter le glissement si la CENI, le bureau n'est pas mis en place aujourd'hui pour qu'il commence à travailler? Donc, personnellement, j'accepte ce qui a été fait. Je vais qu'on tourne la page. Et je suis heureux que mon cardinal, ou mon église, tout récemment a pris position après avoir rencontré le chef de l'État. Ils ont pris position de mettre ça derrière et d'avancer.
Et j'ajouterai 3 conditions qui sont utiles pour que nous puissions arriver à avoir de bonnes élections en 2023. La première chose, c'est qu'on accepte Denis Kadima avec ses coéquipiers, mais qu'on puisse renforcer l'observation des élections, la surveillance locale et internationale, qu'on ait dans tous les bureaux de vote, qu'on donne la possibilité à tous ceux qui veulent avoir des observateurs, des catholiques, des protestants, des églises des protestants, des guibatistes et consorts, qu'ils soient présents partout pour qu'on puisse observer le déroulement des élections. Mais aussitôt qu'on a fait les élections, qu'on puisse aussi afficher immédiatement les résultats. Si on a fait des élections aujourd'hui et qu'on a affiché les résultats dans tous les bureaux de vote, au vu de tous les observateurs nationaux et internationaux, je ne vois pas comment Denis Kadima peut aller tripoter les résultats et puis donc dire que c'est telle personne qui a gagné. Nous devons renforcer ce mécanisme-là. Ça, c'est un. 2, nous devons aussi